Bonjour, aujourd'hui on va aborder le cours intitulé Mutation et réparation de l'ADN. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Premièrement, connaître l'origine des mutations, que ce soit des erreurs de la réplication qu'on avait vu la dernière séance, l'origine physique et l'origine chimique. Deuxièmement, connaître les grandes voies de réparation de l'ADN, à savoir les systèmes de réparation des lésions simples brins et d'autre part les systèmes de réparation des lésions double brin. Le plan de ce cours est le suivant. Après une introduction, on va aborder le chapitre sur l'origine des mutations. Ce chapitre comprend la définition des mutations, la définition des mutations ponctuelles et les différents types. Ensuite, on va aborder l'origine chimique des mutations, puis l'origine physique de ces mutations. Par la suite, on va passer aux grandes voies de réparation ou différents systèmes de réparation. Il y en a deux grandes voies. Premièrement, la réparation des lésions simples brins qui comprend plusieurs systèmes, de même pour la réparation des lésions double brin. Et à la fin, on va conclure. Il faut savoir que les cellules se divisent et malgré la fonction d'édition de l'ADN polymérase au cours de la réplication, donc vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière séance, sa fonction d'édition par son action ou sa fonction exonucléasique dans le sens 3', 5', donc cette capacité de réparer les erreurs d'appariement, donc du dernier nucléotide ajouté. Donc, malgré cette fonction d'édition de l'ADN polymérase au cours de la réplication, quelques mésappariements échappent à cette fonction d'édition, donc ils vont persister et vont être à l'origine de mutations. De même, des lésions de l'ADN, donc qu'on appelle des mutations, se produisent soit spontanément à la suite de processus naturels biologiques et chimiques, ou bien ils peuvent être induits par des facteurs externes qu'on appelle agents mutagènes, qu'ils soient chimiques ou physiques. Devant une altération de la séquence d'ADN, devant un changement de la séquence d'ADN qu'on appelle une mutation, la cellule a deux options. Donc, ça veut dire elle peut suivre deux voies. Soit elle va subir l'apoptose. L'apoptose, qu'on appelle également la mort cellulaire programmée, est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. C'est l'une des voies possibles de la mort cellulaire, qui est physiologique, génétiquement programmée et nécessaire à la survie des organismes multicellulaires. Ça, d'une part. La deuxième voie devant une altération de la séquence d'ADN, c'est la détection et la réparation de cette altération d'ADN par des systèmes de réparation. Il faut savoir que pour réparer les mutations ou ces altérations au niveau de l'ADN, les organismes font appel
à l'un de nombreux mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mécanismes vont de la correction des erreurs de réplication à l'excision de base et à la réparation par recombinaison homologue qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il faut savoir que ces systèmes de réparation sont des protéines et ces protéines sont traduites à partir de gènes impliqués dans les systèmes ou les voies de réparation de l'ADN. Il y a à peu près plus de 100 gènes impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc, ces différents systèmes de réparation scrutent continuellement l'ADN sur toute sa longueur et veillent sur l'intégrité de l'ADN afin que toute l'information génétique soit préservée et sauvegardée. Pour survivre et se reproduire, les individus doivent être génétiquement stables. D'une part, on a des mutations spontanées ou induites par des facteurs externes, qu'ils soient chimiques ou physiques. Et d'autre part, on a différents systèmes ou différentes voies de réparation qui scrutent continuellement notre ADN pour réparer ces mutations ou ces altérations de l'ADN. Quand il y a réparation de ces mutations, on dit que l'individu est génétiquement stable. La capacité de la molécule d'ADN à stocker, répliquer, transmettre et décoder l'information génétique est à la base de sa fonction. Mais sa capacité à commettre des erreurs, des lésions qu'on appelle des mutations ou des variations de séquence est également très importante. Il faut savoir que ces mutations ont des avantages, à savoir la variabilité génétique qui est à l'origine de la variabilité phénotypique. C'est pour ça qu'on n'est pas des individus stéréotypés. De même, elles ont comme avantage l'adaptation aux changements environnementaux et aussi l'évolution. En revanche, ces mutations sont aussi à l'origine d'inconvénients, à savoir des maladies génétiques, des prédispositions au cancer, ainsi qu'une susceptibilité à des maladies multifactorielles comme les allergies, certaines formes de diabète, certaines formes d'obésité. Maintenant, on va aborder le chapitre concernant l'origine des mutations. D'abord, on va commencer par la définition des mutations. D'abord, c'est quoi une mutation génique au niveau d'un gène? C'est toute variation de séquence au niveau d'un gène. Un changement, une modification au niveau des nucléotides d'un fragment d'ADN d'un gène. Donc, c'est pour ça, quand on dit variation de séquence, c'est la même chose que mutation génique. Donc, comme je viens de le dire, c'est tout changement ou modification au niveau de la séquence d'ADN, mais qui n'altère pas la structure des chromosomes. Donc, si on a un gène, par exemple, au niveau du chromosome 1, et on a une mutation au niveau de ce gène-là, ça ne va pas changer la forme, la structure du chromosome 1. Ça d'une part. Et d'autre part,
sans préjuger de sa pathogénicité. Ça veut dire, chaque fois qu'on a une mutation génique ou variation de séquence, c'est pas synonyme de maladie. Je viens de le dire tout à l'heure. Les mutations peuvent avoir des avantages, c'est la source de notre diversité génétique, de notre capacité à s'adapter à l'environnement, à notre évolution. Donc là, c'est pas une mutation qui va entraîner une maladie. Ou bien, elle peut entraîner une maladie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, mutation génique, c'est une variation de séquence, qu'elle soit à l'origine d'une maladie ou pas. Ces mutations, ce sont des accidents de copie, ça veut dire au cours de la réplication, soit des bases puriques AG ou des bases périmédiques CT, qui se produisent le plus souvent au cours de la réplication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces mutations ou ces variations de séquence peuvent survenir soit spontanément ou bien être induites ou causées par des agents externes, exogènes, qu'ils soient chimiques ou physiques. On va détailler tout à l'heure les agents chimiques ou physiques mutagènes, ça veut dire à l'origine de mutations géniques. Il faut savoir que ces mutations en fonction de leur taille sont classées en mutations ponctuelles ou en gros remaniement. Quand on dit mutation ponctuelle, c'est au niveau d'un point donné d'une séquence d'ADN. Donc, ces mutations ponctuelles affectent une base ou quelques bases adjacentes. Ça veut dire voisines les unes des autres. Et ça ne dépasse pas en général 10 paires de bases. Toujours je dis 10 paires de bases parce que notre ADN est formé de 2 brins, le brin codant et le brin anticodant. Si on a une mutation au niveau d'un brin, on va l'avoir au niveau de l'autre brin. C'est pour ça que quand je dis paires de bases. Ces mutations ponctuelles, ce qu'on va voir tout à l'heure, sont classées en plusieurs types, soit des substitutions, changement d'une base par une autre, soit des délétions, la perte d'une base ou un petit nombre de bases, soit des insertions, l'ajout d'une base ou l'ajout d'un petit nombre de bases. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas dépasser une dizaine de paires de bases pour les mutations ponctuelles. Ça, c'est pour les mutations ponctuelles. Maintenant, qu'en est-il des gros remaniements? Les gros remaniements, ce sont des lésions de grande taille qui font intervenir plusieurs paires de bases, au-delà de 10 paires de bases. Donc, elles peuvent concerner soit tout un exon, tout un gène en entier, ou plusieurs gènes à la fois. Il faut savoir que ces mutations, en fonction de leur siège, sont classées en 2 types. Soit mutation somatique, soit mutation germinale. Les mutations somatiques, ce sont toutes les cellules de l'organisme, excepté les cellules gonadiques, les cellules germinales qui constituent les testicules chez les hommes, les sujets de sexe masculin, et les ovaires chez les sujets de sexe féminin. La mutation ponctuelle intéresse un clone cellulaire. D'abord, c'est quoi un clone cellulaire? C'est un ensemble de cellules génétiques identiques, dérivant ou provenant d'une seule cellule initiale, ça veut dire une cellule mère, qui a donné des cellules phi identiques génétiquement lors des mitoses successives, lors de la réplication. D'accord? Donc, imaginons à un moment donné, suite à l'exposition d'un facteur chimique, par exemple, un homme tabagique. Il est exposé à la nicotine, la fumée de tabac, donc il y a eu une mutation au niveau d'une cellule du poumon. Cette cellule qui a été mutée au cours de la réplication va donner 2 cellules phi
identiques génétiquement, donc elles-mêmes sont porteuses de la mutation. Et chaque cellule fille va se diviser à son tour lors de la réplication et chacune va donner deux cellules filles identiques génétiquement porteuses de la mutation. Donc, toutes ces cellules-là qui constituent un clone à partir de la même cellule dans un tissu donné qui était le siège d'une mutation vont constituer un clone cellulaire porteur de cette mutation. Cette mutation, elle siège au niveau du poumon. Est-ce qu'elle sera transmise à la descendance? Non. Est-ce que ce monsieur va transmettre cette mutation qui est au niveau du poumon à ses enfants? Non, parce qu'on transmet les cellules germinales à nos enfants, soit des ovules, soit des spermatozoïdes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les mutations somatiques ne sont pas héréditaires. Ça veut dire, elles ne sont pas transmises à la descendance, aux enfants. Contrairement aux mutations germinales. Une mutation germinale, c'est une mutation qui siège au niveau des cellules germinales, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes. On les appelle également cellules gonadiques. Donc, c'est une mutation germinale, appelée également mutation constitutionnelle ou au niveau des cellules gonadiques. Puisque ces mutations constitutionnelles, germinales, gonadiques, elles sont au niveau des spermatozoïdes ou au niveau des ovules qui vont, donc, ce sera des mutations transmises à la descendante. Donc, ce sont des mutations qui sont héréditaires. Voici un schéma qui illustre la différence entre une mutation somatique et une mutation germinale, ainsi que leurs conséquences sur la descendance. Donc, vous avez à gauche une mutation au niveau d'une cellule somatique. A priori, donc j'ai pris l'exemple d'une cellule au niveau du poumon. Donc, cellule pulmonaire somatique. Donc, là, le clone cellulaire, ce secteur mutant, donc, c'est une mutation somatique qui ne touche que les cellules somatiques. Mais il n'y a pas de mutation gonadique germinale. Donc, ce tissu pulmonaire ne sera pas transmis donc à la descendance. Donc, par conséquent, la descendance ne sera pas porteuse de cette mutation somatique. Donc, la descendance sera normale. En revanche, à droite, vous avez une mutation au niveau des cellules gonadiques de ce monsieur-là. Donc, ces mutations, donc quand les spermatozoïdes porteurs de la mutation sont à l'origine d'une fécondation d'un ovule, donc la mutation sera donc présente au niveau de l'œuf fécondé et elle va donner naissance à des enfants porteurs de la mutation germinale. Donc, pour les mutations ponctuelles, donc elles sont classées en substitution, délétion et insertion. Qu'en est-il des substitutions? La substitution est le remplacement d'une base nucléotidique par une autre ou le changement d'une base nucléotidique par une autre. Comme vous le voyez sur le schéma dessous, donc en haut, on schématise juste un seul brin d'une molécule d'ADN. Et là, c'est une molécule d'ADN qui est normale, non porteuse de la mutation. C'est une séquence normale. Vous voyez, au début, on a C, C, T. En bas, c'est une autre molécule d'ADN où on a schématisé un seul brin. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a changement de la cytosine par une adénine.
Donc, c'est une substitution. Il faut savoir que les substitutions sont subdivisées en deux types. D'une part, les transitions et d'autre part, les transversions. C'est quoi une transition? Une transition, c'est le changement d'une pérémédine CT par une pérémédine, ou bien le changement d'une purine par une purine. Par exemple, pour la transition concernant la pérémédine, ça veut dire changement par exemple d'une cytosine par une thymine ou vice-versa. Ou changement d'une guanine par adénine ou vice-versa. C'est ça ce qu'on appelle une transition. Donc là, sur le schéma ci-dessous, on avait CG. Sur la première molécule, qu'est-ce qu'on a? On a substitution d'une cytosine par une thymine. Donc là, c'est le changement d'une pérémédine par une pérémédine. Et en bas, on a la substitution ou le changement d'une guanine par une adénine. Donc, c'est le changement d'une purine par une autre purine. Et donc, c'est toujours une transition. Passons maintenant aux transversions. Les transversions, ce sont les changements d'une pérémédine par une purine ou le changement d'une guanine par une adénine. Donc, c'est le changement d'une purine par une autre purine. Et donc, c'est toujours une transition. Passons maintenant aux transversions. Les transversions, ce sont les changements d'une pérémédine par une purine ou bien le changement d'une purine par une pérémédine. Par exemple, la substitution d'une cytosine par une adénine ou la substitution d'une adénine par une thymine. Regardons le schéma. En haut, on a changement d'une cytosine qui est une pérémédine par l'adénine qui est une purine. Et là, c'est une transversion. En dessous, on a changement de la guanine par une thymine. La guanine est une purine et la thymine, c'est une pérémédine. Changement d'une purine par une pérémédine, c'est encore une transversion. Qu'en est-il des délétions? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la délétion ponctuelle est une perte d'une base ou quelques paires de bases ne dépassant pas une dizaine. Regardons le schéma en dessous. En haut, c'est juste le brin d'une molécule d'ADN non mutée. Donc, vous voyez, CCT. En bas, c'est un brin d'une autre molécule, mais qui est le siège d'une mutation. Qu'est-ce qui cloche au niveau de la deuxième molécule? La séquence normale, c'est CCT. En bas, on a juste CT. Ça veut dire la base, une cytosine a été perdue, enlevée. C'est ce qu'on appelle une délétion. Là, c'est un exemple de délétion. Donc, en haut, vous voyez une séquence normale. Donc, là, c'est la séquence normale du gène de la gamma-sarcoglycane impliqué dans une pathologie autosomique récessive متنحية qu'on appelle une myopathie des ceintures à type de gamma-sarcoglycane. Ça veut dire ضمور العضلي. Sur ce gène-là,
Donc, vous voyez sur la séquence normale, vous voyez 5 pics de thymine en rouge. Ça veut dire une succession de 5 thymines au niveau de la séquence normale. Je rappelle que la séquence normale, c'est l'ordre, c'est la succession de nucléotides au niveau d'un fragment d'ADN. Regardons maintenant la séquence qui est en bas. Donc, la séquence en bas, si vous comptez les pics rouges, vous allez vous rendre compte qu'il y en a juste 4 au lieu de 5. Ça veut dire qu'une thymine a été perdue, enlevée. Donc, il s'agit d'une délétion d'une thymine. Et c'est à l'origine d'une mutation. Et cette mutation appelée C.525 ça veut dire délétion d'une thymine en position 525 de l'ADN codon de l'exon 6 du gène de la gamma-sarcoglycane. Pour la nomenclature ou la manière d'écrire les mutations, ça ne fera pas partie des objectifs du cours de première année, mais ça fera partie des objectifs du cours de quatrième année, Inch'Allah. Là, c'est une mutation à l'état homozygote mutashabihat al-iqtiran. Pourquoi? N'oubliez pas qu'on est des sujets diploïdes. On a donc un lot haploïde qui provient de notre maman et un autre lot haploïde qui provient de notre papa. Donc ici, on a la mutation aussi bien sur le gène d'origine paternelle, il y a une perte d'une thymine, et aussi sur le gène d'origine paternelle, il y a une perte de thymine. C'est pour ça qu'on a juste 4 thymines. Là, on va passer à un autre type de mutation ponctuelle, à savoir les insertions. C'est quoi une insertion? Tout simplement, c'est l'ajout d'une base ou de quelques paires de bases nucléotidiques ne dépassant pas une dizaine de paires de bases au sein d'un fragment d'ADN. En haut, on a schématisé un seul brin d'une molécule d'ADN, donc non mutée. C'est une séquence non mutée. Vous voyez, au début de la séquence, on a CCT. En bas, on a schématisé un brin d'un fragment d'ADN. Qu'est-ce que vous voyez? Au départ, sur la séquence normale en haut, on avait CCT. Ici, entre les deux cytosines, il y a eu ajout d'une thymine, donc désignée ou montrée par la flèche rose. Donc là, c'est l'ajout d'une thymine entre deux cytosines. Donc c'est une insertion ponctuelle d'une thymine à l'intérieur de cette séquence. Voici un exemple d'insertion. D'abord, qu'est-ce que vous voyez au milieu? C'est un arbre généalogique, Shajarat al-Aïla, qu'on va aborder lors du cours sur les modes de transmission. Donc, vous voyez, on a en haut un carré noir, ça veut dire un sujet de sexe masculin malade. Donc, le trait qui le lie au cercle, ça veut dire qu'il est marié à cette dame-là. Cette dame-là, c'est un cercle blanc. Ça veut dire que c'est une dame qui est saine, qui n'est pas malade. En bas, ce sont les deux filles de ce couple. Une avec un cercle. Vous savez que le cercle désigne une femme. Quand c'est blanc, donc ça veut dire que c'est une fille ou une femme qui est saine. Quand c'est noir, ça veut dire c'est une femme ou une fille qui est atteinte. Donc ce couple dont le monsieur est atteint
a donné naissance à une fille saine, la première, et la deuxième qui est malade. Donc, en fait, ce monsieur-là est atteint d'une maladie autosomique dominante. Donc, maladie SIDA. Et cette maladie, c'est un type de neurofibromatose type 1 de Reckling-Gausen. Ça veut dire c'est des sujets qui vont avoir des taches café ou lait au niveau de la peau et des neurofibromes. Et parfois des anomalies ophtalmologiques au niveau de l'œil. Donc, quand vous voyez la séquence de la dame, là, il n'y a pas de mutation. La séquence de la dame, de l'épouse. La même chose, elle a la séquence identique de la première fille non malade. Mais quand on voit la séquence du papa atteint et de sa fille atteinte, on voit comme une superposition de deux séquences. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on est des sujets diploïdes. Quand on séquence, il y a superposition de la séquence de gènes d'origine maternelle et celle du gène paternel. Si les séquences des deux gènes paternels et maternels sont identiques, on va avoir une séquence propre. Là, au niveau chez le papa et chez la fille, on a une superposition au niveau des deux tiers terminaux de la séquence. Parce qu'on a sur un gène, il n'y a pas de mutation et sur l'autre gène, on a une mutation. Quel est le type de cette mutation? C'est l'insertion d'une base cytosine. Vous voyez ici, on avait une guanine, d'accord? Donc la guanine suivie par une thymine. La guanine plutôt suivie, donc c'est un pic noir, donc suivi par une adénine pic vert plus 3 pics rouges qui est la thymine. Ça, c'est au niveau de la séquence normale de la maman et de la fille normale. Regardons la séquence du papa et la séquence de la fille atteinte. Au niveau de la guanine, qu'est-ce que vous voyez? La première guanine qui précède le pic de thymine vert, le pic d'adénine vert et les 3 pics de thymine en rouge. Là, chez le papa, vous voyez un pic bleu au-dessus d'un pic noir. Le noir, ça veut dire une guanine et le bleu, ça veut dire une cytosine. Ça veut dire sur un gène, il a la guanine qui fait partie de la séquence normale et sur l'autre gène, donc muté, à la place de la guanine, on a la cytosine. De même chez la fille, vous voyez, après les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après les 7 pics bleus de la cytosine, vous voyez un pic noir de la guanine et en dessous un petit pic de la cytosine en bleu. C'est comme son papa, elle a hérité le pic bleu de son papa, c'est la mutation qui correspond à la cytosine, et le pic noir de la guanine qui est la base normale non mutée de sa maman. Donc, cette fille-là, elle a un gène normal non muté et un gène muté. On dit qu'elle est hétérozygote pour cette mutation qui est l'insertion d'une base cytosine au niveau de l'exon 13 du gène NF1. Donc, elle est mukhtalifat al-iqtiran. Je vous rappelle qu'on va aborder ces notions d'homozygote et d'hétérozygote lors du cours des modes de transmission. Durant ce chapitre sur l'origine des mutations, on a vu ensemble la définition des mutations et on a abordé les différents types de mutations ponctuelles. Maintenant, on va
aborder l'origine des mutations, qu'elles soient chimiques ou physiques. Avant de démarrer l'origine chimique des mutations, j'aimerais bien vous signaler que toutes les cellules de la planète sont exposées à une multitude d'agents pouvant léser l'ADN et créer des mutations. C'est ce qu'on appelle des agents mutagènes. Certains, comme les toxines des champignons, les rayonnements cosmiques ou les rayonnements ultraviolets, sont des composants naturels de notre environnement. En revanche, d'autres, tels que certains polluants industriels, les rayons X utilisés en médecine ou les agents chimiques produits par la fumée du tabac peuvent être considérés comme non naturels et produits par l'homme. Maintenant, qu'en est-il des mutagènes chimiques ou agents chimiques? Il y en a plusieurs. Je vais vous donner des exemples de l'origine des mutations ou la création d'une mutation en utilisant les agents des aminos, les acides, les agents alkylants, les analogues de base et les agents intercalants. Et je vais par la suite vous détailler le mécanisme de la création d'une mutation par chacun de ces agents chimiques. Concernant les agents chimiques des aminos, vous voyez en haut une cytosine qui est dotée d'un groupement amine NH2 entouré en bleu. Une désamination de la cytosine va transformer la cytosine en uracile. Parce que la différence entre les cytosines et l'uracile, comme on a vu au niveau du premier cours, c'est au niveau du NH2. Cytosine est dotée d'un groupement amine NH2, alors que l'uracile ne dispose pas ou ne contient pas de groupement amine NH2. Comparons cet exemple avec l'exemple ci-dessous. En dessous, on a une cytosine méthylée. Donc, vous voyez, elle a un groupement méthyle CH3. Donc, en 5, carbone 5. C'est ce qu'on appelle une 5-méthylcytosine. Quand on a une cytosine méthylée, ça veut dire qu'elle a un groupement méthyle CH3. Quand elle est désaminée, la méthylcytosine se transforme en thymine. D'accord? On va voir maintenant comment des agents désaminants vont être à l'origine d'une mutation. Regardons le cas 1 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au niveau du cas 1, c'est une cytosine non méthylée qui, après la désamination, donc la désamination de la cytosine, elle va se transformer en uracile. L'uracile, c'est une base azotée qui ne doit pas se trouver dans une molécule d'ADN. C'est une base intruse. L'uracile n'est retrouvé que dans la molécule d'ARN. Donc, cette molécule, cet uracile sera reconnue par l'une des voies ou l'un des systèmes de réparation et elle sera excisée, éliminée, détruite. Et par la suite, on va la remplacer par la bonne base qui est la cytosine. Pour récapituler, quand on a une désamination d'une cytosine non méthylée, elle va se transformer en uracile. L'uracile n'est pas une base qui doit être
présente au niveau de la molécule d'ADN. Donc, rapidement, elle sera détectée par les systèmes de réparation et elle sera éliminée, supprimée et puis remplacée par la bonne base qui est la cytosine. En revanche, regardons le cas 2. Quand on a une cytosine méthylée qui subit une désamination, donc la base cytosine va se transformer en thymine. Et la thymine, c'est une base qu'on trouve normalement dans la molécule d'ADN. Donc, cette cytosine méthylée qui va subir une désamination sera à l'origine d'une mutation ponctuelle due à la substitution ou de type substitution de la cytosine par la thymine. Deuxième exemple d'agents chimiques mutagènes, ce sont les acides. Il faut savoir qu'en pH acide, les bases puriques, à savoir l'adénine et la guanine, sont sensibles à une dépurination. En effet, en pH acide, il y a rupture ou cassure de la liaison N-glycosidique. Ça veut dire de la liaison entre la base azotée et le désoxyribose. Je vous rappelle qu'un nucléotide est composé d'une base azotée, d'un sucre type désoxyribose dans l'ADN et d'un groupement phosphate. En pH acide, donc, les bases, il y aura une rupture de la liaison N-glycosidique entre la base azotée et le désoxyribose. Donc, on va avoir un site apurique. Ça veut dire un nucléotide où la base est absente. Un nucléotide dépourvu de sa base azotée. Donc, quand il y a perte d'une base purique, on dit que c'est un site apurinique. Quand il y a perte d'une base pyrimédique, on dit qu'il s'agit d'un site apyrimédique et pour les deux, un site abasique. Ça veut dire l'absence de base azotée. Voici un schéma qui montre une dépurination sous l'action du pH acide. Et là, il s'agit d'une dépurination de la base azotée, la guanine. Regardez ce schéma. On avait un nucléotide avec comme base azotée la guanine. Après une exposition au pH acide, il y a rupture de la liaison N-glycosidique entre la base azotée, la guanine, et le désoxyribose. Donc, après cette rupture de la liaison N-glycosidique, vous voyez, il y a perte de la base azotée, la guanine. Il s'agit d'un site abasique. Il s'agit d'un site apurinique suite à un agent chimique acide qui est le pH acide. Maintenant, qu'en est-il du troisième exemple d'agent chimique mutagène? Il s'agit des agents alkylants. C'est quoi un agent alkylant? C'est un agent chimique capable d'ajouter un groupement alkyle.
Donc, par exemple, le groupement alkyle CH3, le groupement méthyle, ou le groupement alkyle CH3CH2. Il faut savoir que les sulfures contenus dans les gaz motards découverts pendant la Première Guerre mondiale sont parmi les premiers agents mutagènes identifiés grâce à l'étude des armes chimiques. Ce gaz motard va ajouter donc un groupement alkyle à des groupes amino ou cétones dans les nucléotides. Donc, à titre d'exemple, le déméthylsulfate peut méthyler un résidu guanine. Et quand la guanine est méthylée, elle devient ainsi incapable de s'appareiller par complémentarité de base avec la cytosine. Maintenant, passons au quatrième agent chimique mutagène qui sont les analogues de base. Ces mutagènes chimiques peuvent se substituer aux bases puriques ou pyrimédiques pendant la biosynthèse de l'ADN. Ainsi, le 5-bromo-uracile est un dérivé de l'uracile qui ressemble à la thymine. Il s'apparie alors avec la guanine au lieu de s'appareiller avec l'adénine, introduisant ainsi une mutation. De même, la 2-aminopurine se lie aux cytosines. Sur ce schéma-là, en haut et à droite, vous voyez la structure chimique de l'analogue de base, le 5-bromo-uracile, qui se comporte comme un analogue de la thymine. Mais au lieu de s'appareiller avec l'adénine, il va s'appareiller avec la guanine, introduisant ainsi une mutation ponctuelle dans un fragment d'ADN. Dernier exemple d'agents chimiques mutagènes, ce sont les agents intercalants. Ces agents intercalants sont responsables de mutations par décalage du cadre de lecture. En effet, les mutations par décalage du cadre de lecture sont dues à l'insertion ou à la délétion d'une ou plusieurs paires de bases dans la séquence nucléotidique du gène. Ces agents, parmi les exemples d'agents intercalants, on a les colorants acridiniques, comme le bromure d'éthidium, qui ont des tailles similaires aux paires de bases et s'intercalent ou s'insèrent entre les purines et les pyrimidines de l'ADN. Cette insertion introduit des contorsions de la double hélice et génère des délétions ou des insertions responsables des mutations par décalage du cadre de lecture. Voici un schéma qui montre comment les agents intercalants vont introduire des mutations et comment ils vont perturber la réplication et la transcription. Donc, vous voyez à gauche, donc en bleu, c'est l'agent intercalant qui va s'insérer entre les bases pyrimédiques et purines de l'ADN. Ça va entraîner
une modification de la structure de la double hélice d'ADN. Et cette modification de la structure de l'ADN va perturber la réplication et aussi va perturber la transcription et donc il n'y aura pas de synthèse d'ARN messager. On a vu lors de ce chapitre des mutations la définition, la classification des mutations ponctuelles, l'origine chimique des mutations. Maintenant, on va aborder l'origine physique des mutations géniques. Concernant ces agents mutagènes physiques, on a d'une part les rayons ultraviolets et d'autre part les radiations ionisantes. Concernant les rayons ultraviolets, c'est en 1934 qu'on a découvert par des études sur des œufs de drosophiles que les rayons ultraviolets ont un effet mutagène. En fait, leur principal effet est de créer des dimères de pyrimidine. Donc, les pyrimidines CTE. Quand deux bases pyrimidiques sont voisines, ça veut dire adjacentes. Donc, ces dimères de pyrimidine, le plus souvent, ce sont des dimères de thymine. Les dimères cytosine et cytosine-thymine peuvent également être formés, mais sont plus rares. Il faut savoir que ces dimères créent des distorsions dans la conformation de la double hélice d'ADN. Ceci va inhiber la réplication normale, ça veut dire il va inactiver la réplication normale et introduit par conséquence des erreurs dans la séquence de l'ADN qu'on appelle des mutations. Donc, au niveau de ces dimères de pyrimidine, la réplication et la transcription vont s'arrêter. Voici un schéma qui montre ou qui illustre la création d'un dimère de thymine suite, donc de dimère de thymine adjacente suite à l'exposition à des rayonnements ultraviolets. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce dimère de thymine, ce pont entre les deux thymines va perturber et la réplication et la transcription et sera à l'origine de création de mutations. Maintenant, on va voir comment les radiations ionisantes sont à l'origine de mutations. Donc, les rayons X, les rayons gamma et les rayons cosmiques sont des radiations ionisantes et ont des longueurs d'onde plus faibles et sont donc encore plus énergétiques que les UV. La conséquence est qu'ils peuvent pénétrer profondément dans les tissus et causer une ionisation des molécules sur leur passage. Lorsque les rayons X pénètrent dans la cellule, des électrons sont éjectés des atomes, des molécules, rencontrées sur le passage du rayonnement. Ces réactions peuvent directement ou indirectement affecter le matériel génétique en altérant les bases puriques ou pyrimidiques de l'ADN, ce qui génère des mutations ponctuelles.
Les radiations ionisantes peuvent également rompre les liaisons phosphodiester en altérant ainsi l'intégrité des chromosomes et produisant aussi des anomalies chromosomiques qu'on va voir lors du module ou plutôt de l'élément de génétique chromosomique. Donc, pour récapituler, les radiations ionisantes, par exemple les radiations émises par des éléments radioactifs, peuvent provoquer une ouverture du noyau et la fragmentation des bases. Maintenant qu'on a terminé le chapitre sur l'origine des mutations, maintenant on va aborder le chapitre sur les grandes voies de réparation des lésions de l'ADN. J'aimerais vous signaler que les êtres vivants ont élaboré des systèmes de réparation capables de contrecarrer, de réparer de nombreuses formes de lésions de l'ADN dues à des agents externes ou internes qu'on a vus tout à l'heure. La grande variété des systèmes de réparation et leur complexité montrent le rôle crucial de la réparation de l'ADN. Comme nous le verrons, la réparation de l'ADN est absolument essentielle pour maintenir l'intégrité génétique des organismes et par conséquent pour la survie des espèces. Et pour l'être humain, il est primordial de pouvoir détecter ces lésions et de les réparer parce que ces lésions, si elles ne sont pas réparées, elles seront responsables de maladies génétiques et de cancers. Nous allons voir maintenant quelques systèmes de réparation de l'ADN. Donc, on va voir juste les principaux systèmes car ce sujet évolue rapidement. Et notre but ici, c'est juste uniquement de survoler les différentes approches mises en place par les organismes pour réparer les lésions génétiques. Donc, on classe les grandes voies de réparation en deux types. Les voies ou les systèmes de réparation des lésions simples brins d'une part et les systèmes ou les voies de réparation des lésions double brin d'autre part. Donc, quand on a une lésion au niveau d'un seul brin, des deux brins de la molécule d'ADN, on peut faire appel à trois voies de réparation de l'ADN. A type de voie de réparation des bases mal appareillées MMR, la voie de réparation par excision de base BER et finalement la voie de réparation par excision de nucléotides NER. Quant au système ou voie de réparation des lésions double bras, on connaît deux types principaux, à savoir, premièrement, la recombinaison homologue HR et deuxièmement, la recombinaison non homologue, donc dans l'abréviation en anglais est NHJ. Devant une anomalie de l'ADN, devant une lésion de l'ADN, la cellule peut suivre deux grandes voies, soit l'apoptose qui élimine tout risque de prolifération anormale, soit il y a une détection et réparation de l'erreur, c'est-à-dire la correction de la séquence mal appareillée ou élimination des bases modifiées. Pour les lésions
des simples brins, on a dit qu'il y a 3 systèmes. Pour le premier système, où la voie de réparation des bases mal appariées, elle reconnaît un mauvais appariement. Par exemple, une thymine, au lieu de s'apparier avec une adénine, par exemple, elle s'apparie avec une guanine. C'est ce qu'on appelle un mauvais appariement ou un mésappariement. Dans ce système ou dans cette voie de réparation des bases mal appariées MMR, on distingue 4 grandes étapes de cette réparation. Première étape de cette réparation. D'abord, il faut reconnaître ce mésappariement. Ce mésappariement est reconnu par les protéines MSH2 associées à MSH3 ou MSH6. Qui dit protéine dit que la protéine est traduite par l'ARN messager de ces gènes et l'ARN messager de ces gènes a été transcrit par les gènes MSH2, MSH3, MSH6. Pour que cette reconnaissance de mauvais appariement ou du mésappariement soit faite correctement, il faut que ces gènes-là, MSH2, MSH3, MSH6, ne soient pas à leur tour porteurs de mutations constitutionnelles. D'accord? Une fois que ce mésappariement ou ce mauvais appariement a été reconnu par ce complexe de reconnaissance formé par MSH2 associé à MSH3 ou MSH6, il y a recrutement de facteurs additionnels. Ça veut dire d'autres protéines, à savoir la protéine MLH1 associée à la protéine PMS1 ou PMS2. Donc, ce deuxième complexe ou ces facteurs additionnels vont s'associer au premier complexe de reconnaissance de MSH2 associé à MSH3 ou MSH6. Ensuite, l'ADN est coupé. Donc, ce mésappariement ou mauvais appariement est excisé, coupé, enlevé au niveau du brin néo-synthétisé. Sur longueur, donc, de part et d'autre du mésappariement, d'une longueur de 1 kilobase. Une fois que ce mésappariement est enlevé, on va voir ça sur le schéma au niveau de la slide suivante, on va prendre comme matrice, comme brin modèle, le brin intact. N'oubliez pas qu'on est au niveau d'une lésion simple brin. Donc, si on a une lésion au niveau d'un brin, on a l'autre brin qui est intact. Donc, on va le prendre comme modèle pour répliquer, synthétiser, donc le brin par répliquer, synthétiser le brin qu'on a coupé parce qu'il était porteur du mésappariement. J'aimerais bien signaler que dans ce cours, on est en train d'aborder la réparation de l'ADN chez les eucaryotes. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les voies de réparation chez les eucaryotes par rapport aux prokaryotes. Sauf qu'il est difficile d'étudier la réparation de l'ADN chez les eucaryotes. Le plus souvent, on l'étudie chez les prokaryotes. Parfois, j'utilise des schémas chez les prokaryotes, mais il y a des protéines, donc chez les prokaryotes qui ont des analogues chez les eucaryotes. Mais on est en train d'étudier la réparation de l'ADN chez les eucaryotes parce que vous êtes de futurs médecins. Vous allez avoir affaire à des patients humains qui sont des êtres eucaryotes et non pas prokaryotes. Donc, le schéma suivant
montre les différentes étapes de la voie de réparation des bases mal appareillées MMR. Donc, en haut, vous voyez une molécule d'ADN. Qu'est-ce qui nous choque ici? On a une guanine sur un brin, mais sur l'autre brin en rouge, on a une thymine. Vous savez qu'il y a une complémentarité de base entre les deux brins de la même molécule d'ADN. Devant la guanine, on devait avoir une adénine, alors que là, c'est une thymine. Quel est le type de l'anomalie? C'est un mésappariement. C'est un mauvais appariement. Donc, ce type d'anomalie, et il est au niveau d'un seul brin, donc c'est une lésion simple brin qui sera reconnue par la voie MMR. Comment on va reconnaître ce mésappariement? C'est par le complexe de reconnaissance qui est fait par la protéine MSH2 associée à la protéine MSH3 ou MSH6. Ils vont se fixer au niveau du mésappariement. Par la suite, il y a recrutement d'autres facteurs additionnels, à savoir la protéine MLH1 associée à PMS1 ou PMS2. D'accord? Donc, ici, on doit avoir l'ouverture, parce que là, on doit enlever le mésappariement et utiliser comme modèle ou bras matrice l'autre bras intact et puis synthétiser. Donc, d'où la nécessité de rupture des liaisons hydrogènes au niveau du mésappariement et des nucléotides avoisinants sur une longueur d'à peu près 1 kilobase, qui correspond à 1000 paires de bases. Donc, il y a l'hélicase qui va permettre, c'est comme au cours de la réplication. Il faut rompre les liaisons hydrogènes par l'enzyme l'hélicase. Une fois qu'il y a rupture de ces liaisons hydrogènes sur ce fragment de 1 kg paire de base, il faut stabiliser les deux brins en simple brin. D'accord? Puis, il doit couper tout autour de part et d'autre du mésappariement. Donc, là, on a besoin de ciseaux. On doit couper de part et d'autre du mésappariement. Donc, les ciseaux moléculaires, quand on veut couper à l'intérieur d'un fragment d'ADN, on utilise des endonucléases. Vous rappelez lors du cours de la réplication, quand on voulait réparer, quand l'ADN polymérase par sa fonction d'édition voulait réparer le mauvais appariement à la fin, à l'extrémité d'un brin en cours de synthèse. Là, c'était le bout, l'extrémité. Quel type de ciseaux on utilisait? Les exos. Exo, c'est pour extrémité d'un fragment d'ADN. Quand on veut couper à l'intérieur, on a besoin des ciseaux de type endonucléase. Donc, ces ciseaux nucléaires vont couper de part et d'autre. C'est entre les deux H là sur le schéma. Et puis, on aura besoin, donc, quand on va couper de part et d'autre, donc, on va éliminer le fragment qui contient le mésappariement. Et puis, une ADN polymérase va prendre comme brin matrice l'autre brin intact non porteur de l'anomalie et va synthétiser. Et quand on va toujours dans le sens 5', 3', et quand on va atteindre l'autre fragment d'ADN, là où il y a CTAG, il faut coller le fragment noir avec le fragment vert par une colle moléculaire. Quel est le type de colle moléculaire utilisé en génétique moléculaire? C'est ce qu'on appelle une ligase. Donc, récapitulons. Sur ce schéma-là, donc là, c'est un schéma à partir d'Escherichia coli, d'un organisme
prokaryotes. Mais le modèle, il ressemble à celui des eucaryotes. Donc, mésapariement reconnu par le complexe de reconnaissance MSH2 associé à MSH3 ou MSH6. Puis, recrutement de facteurs additionnels à type de la protéine MLH1 associée à PMS1 ou PMS2 qui vont se fixer tout autour du mésapariement. Puis, l'hélicase va dissocier les liaisons hydrogènes au niveau de la région qui contient l'anomalie et tout autour. Puis, des protéines vont stabiliser les deux brins d'ADN en simple brin. Après, on doit couper de part et d'autre du mésapariement sur une longueur de 1 kg base. Donc, 1 kg base et non pas 1 kg paire de base parce que là, c'est au niveau juste d'un simple brin. D'accord? Donc, sur 1 kg base par des ciseaux nucléaires de type endonucléase parce qu'on va couper à l'intérieur d'un fragment d'ADN. Puis, une ADN polymérase impliquée dans la réparation d'ADN va prendre comme brin matrice l'autre brin non porteur de l'anomalie et puis elle va synthétiser. Et puis, à la fin, on va coller le brin qui vient, plutôt le fragment qui vient d'être synthétisé avec l'autre fragment du même brin par une colle moléculaire qu'on appelle, cette colle moléculaire, c'est une enzyme appelée ligase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des gènes impliqués dans la voie de réparation des bases mal appareillées chez l'Escherichia coli qui est une bactérie, chez une levure et chez les êtres humains. Donc, l'Escherichia coli, on a le gène MUT-S qui a comme analogue chez les eucaryotes, particulièrement l'être humain, MSH2, MSH3, MSH4, MSH5, MSH6. Le MUT-L chez l'Escherichia coli a comme analogue MLH1, PMS2, PMS1, MLH3 chez les eucaryotes. Donc, il faut savoir que ces gènes-là sont impliqués dans la réparation, la voie de réparation MMR. Donc, pour que cette voie de réparation MMR soit fonctionnelle, il faut que les protéines soient actives fonctionnelles. Pour une protéine soit active fonctionnelle, il faut qu'elle soit codée par un gène qui n'est pas siège de mutation. Donc, pour que cette voie de réparation des bases mal appareillées puisse détecter les mésappareillements et les corriger, il faut que ces gènes-là, chez les eucaryotes, soient non mutés. Donc, si on a une mutation au niveau de ces gènes-là, l'un de ces gènes-là, que ce soit par exemple le MSH2, il n'y aura pas de reconnaissance du mésappareillement. Si on a une mutation au niveau de MLH1, donc les facteurs additionnels ne vont pas s'associer au complexe de reconnaissance. Et donc, il n'y aura pas de coupure de part et d'autre de la lésion et sa synthèse avec réparation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, les mutations au niveau de l'un de ces gènes impliqués dans la voie de réparation MMR seront à l'origine de mutations somatiques. Et ces mutations somatiques vont entraîner une prolifération en dehors de tout contrôle et particulièrement au niveau du côlon. Et quand il y a perte du contrôle de prolifération, on passe à un stade de cancer. Donc, autrement, si on a une mutation, par exemple, du gène PMS2, PMS1 ou MLH1, donc
ça va entraîner une prédisposition, ça veut dire un risque plus élevé au sujet porteur de la mutation pour développer un cancer du côlon héréditaire sans polype, un cancer du côlon héréditaire non polyposique. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi un polype. Un polype, c'est une excroissance bénigne au niveau de la muqueuse du côlon. Mais par la suite, elle peut se transformer en tumeur maligne, ça veut dire un cancer. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure des images de polypes au niveau du côlon. Donc, alors que les mutations au niveau de l'un des gènes, au niveau de cette voie de réparation MMR, elles prédisposent au cancer du côlon sans polype, parce qu'on a deux types de cancer du côlon. Un cancer du côlon avec polype, polyposique, ou un cancer du côlon non polyposique sans polype. Donc, les mutations au niveau des gènes impliqués dans la voie de réparation MMR prédisposent au cancer du côlon héréditaire non polyposique sans polype, non associé à des polypes. Maintenant, passons à la voie de réparation par excision des bases modifiées qu'on appelle la voie BER. Ce système ou cette voie de réparation joue un rôle majeur dans la réparation des lésions suivantes, à savoir la dépurination. Vous vous rappelez quand on a parlé des mutagènes chimiques, on a parlé des agents acides en pH acide, donc les bases puriques vont subir une dépurination. Donc, on aura un site apurinique. Deuxième type de lésion reconnue et réparée par la voie BER, c'est l'alkylation. Ça veut dire le transfert d'un groupement alkyle d'une molécule organique à une autre. Par exemple, le groupement alkyle CH3. Ou bien la présence d'uracile au niveau d'un brin d'ADN. Je rappelle encore une fois que l'uracile n'est présent que dans la molécule d'ARN. Donc, le fait d'avoir une désamination par des produits de conservation, donc désamination d'une cytosine non méthylée, il va transformer cette cytosine non méthylée par l'uracile. Cette uracile doit être éliminé de la molécule d'ADN par ce système de réparation. Et enfin, les lésions oxydatives. Donc, c'est la réparation des modifications covalentes induites par l'oxygène dans le métabolisme aérobie. Et c'est en particulier le cas des produits d'oxydation des guanines qui sont la cause de transversion, soit de G en T ou de cytosine en adénine. Donc maintenant, je vais vous expliquer les différentes étapes de mécanisme de la voie de réparation par excision de base BER. Comme n'importe quelle voie de réparation, il faut reconnaître un type d'anomalie. Les anomalies qu'on a vues dans la slide ou la diapo précédente. Donc ici, on va prendre l'exemple de la présence d'uracile au sein d'un fragment d'ADN. Donc, vous voyez sur le brin qui est en haut, on a une base azotée, l'uracile, avec un mésapareillement avec la guanine au niveau de l'autre brin intact.
Je vous rappelle encore une fois que ce sont des lésions simples brun. L'anomalie ici, c'est juste au niveau du brin qui contient l'uracile. Et on doit enlever cet uracile et la remplacer en prenant comme brin matrice l'autre brin intact. Comme pour toutes les voies de réparation, il faut des protéines de reconnaissance de ces lésions. Donc, les protéines de reconnaissance de lésions dans cette voie de réparation par excision de base BER, ce sont les ADN glycosylases qui créent un site AP, donc un site abasique, qu'il soit apyrénique ou apyrémidique. Dans ce cas, dans cet exemple qu'on est en train d'étudier, la présence du racile, on va utiliser comme ADN glycosylase l'uracile ADN glycosylase. L'uracile, c'est une pyrimidine. Donc, cette uracile ADN glycosylase va créer un site apyrimidique. Donc, vous voyez, il n'y aura plus de la base uracile au niveau du nucléotide. Ce site AP ou abasique est ensuite reconnu spécifiquement par une endonucléase apyrimidique qui va reconnaître la liaison phosphodiester et va la couper. D'accord, comme vous le voyez, donc sur la moitié du schéma à gauche. Après, l'ADN polymérase va combler cet espace-là en synthétisant la bonne base, donc qui est ici la cytosine. Donc, le mésapariement a été réparé et puis on va terminer par la ligation en utilisant toujours la colle moléculaire qui est la ligase. Voici un autre schéma qui montre les différentes étapes de réparation des lésions simples brun par excision de base. Donc, là, on avait donc la molécule d'ADN en haut et à gauche. On avait C qui s'apparie correctement avec G. Suite à une désamination, donc, la cytosine donc a été substituée par l'uracile. Donc là, c'est la présence d'uracile au sein d'un brin d'une molécule d'ADN. C'est une anomalie reconnue par le système BER. Donc, la protéine ou l'enzyme qui va reconnaître cette lésion, dans ce cas-là, c'est l'uracile ADN glycosylase qui va, donc vous le voyez sur le schéma en bas et à gauche, va exciser la base uracile. D'accord? Puis une autre enzyme, l'AP-endonucléase ou l'endonucléase apyrémidique va reconnaître ce site abasique et va couper la liaison phosphodiester. Ensuite, donc, là, cet espace ou cette brèche sera comblée par l'ADN polymérase qui va ramener la bonne base, la base correcte, qui est la cytosine. Et au niveau de la phase 4, donc, il y aura ligation par une ADN ligase. Il faut savoir qu'il y a plusieurs exemples d'ADN glycosylase humaine impliqués dans la voie de réparation par excision de base BER. Donc, ces ADN glycosylase humaines sont codés
à partir des gènes suivants. Par exemple, l'ADN, par exemple, l'uracile ADN N-glycosylase est codé à partir du gène UNG. L'uracile ADN glycosylase 2, elle est codée, donc synthétisée ou traduite à partir du gène UDG2, ainsi que la protéine MUT-Y homologue, elle est traduite à partir du gène MYH. Il faut savoir que des mutations au niveau de ce gène-là, MYH, sont à l'origine d'adénomes et de formes d'adénome. Ce sont des excroissances non bénignes. Ce sont des tumeurs bénignes, donc, et des polypes, donc, qui risquent de se transformer en cancer. Donc, des mutations au niveau de ce gène-là, des mutations constitutionnelles, sont à l'origine d'adénomes et de formes familiales de cancer du côlon polyposique, avec des polypes, comme vous le voyez sur les deux schémas, en haut et à droite, à gauche. Donc, voilà un polype colique, un autre polype colique. Donc, s'ils ne sont pas pris en charge précocement, donc ils vont se transformer en cancer. Concernant la troisième voie de réparation des lésions simples bras, c'est la voie de réparation par excision de nucléotides. Donc, cette voie de réparation par excision de nucléotides reconnaît certaines lésions comme l'oxydation de certaines bases et les dimères de pyrimidine. On va prendre comme exemple ou comme type de description les dimères de pyrimidine. Vous vous rappelez les dimères de thymine induits par l'exposition au rayonnement ultraviolet. Donc, ce dimère de pyrimidine, le plus souvent un dimère de thymine, est une lésion encombrante qui provoque une distorsion de l'hélice d'ADN. Comme pour n'importe quel système de réparation, il y a un complexe de reconnaissance de la lésion. Donc, ce complexe est un complexe multiprotéique qui va reconnaître ce dimère de pyrimidine et va s'y lier. Donc, ce complexe comporte plusieurs protéines, y compris, je vous donne l'exemple de XPA. Après, il y aura une coupure de part et d'autre de la lésion encombrante. Cette coupure, ces ciseaux moléculaires, ils sont à l'intérieur d'un fragment d'ADN. Donc, on va utiliser des ciseaux moléculaires de type endonucléase. Exemple, XPG en 3', XPF ERCC1 en 5'. Donc, cette double coupure endonucléasique va être à l'origine de la création d'une brèche d'à peu près donc 30 nucléotides. Par la suite, il faut combler cette brèche, ce vide-là. Donc, qui dit combler, ça veut dire synthétiser un bras non porteur, donc un fragment, ces 30 nucléotides, donc qui ne contiennent pas le dimère de pyrimidine, en prenant comme bras matrice au modèle l'autre bras intact. Quelle est l'enzyme qui va assurer la synthèse? C'est comme pour la réplication. Donc, on va synthétiser un fragment d'ADN. Donc, ce sera une ADN polymérase. Et à la fin, pour relier donc le fragment synthétisé au reste du brin d'ADN, on a besoin d'une colle moléculaire qui est une ADN ligase. C'est un dimère de pyrimidine. Ici, c'est un dimère
de thymine. Donc, cette lésion qui a entraîné une distorsion de la double hélice d'ADN sera reconnue par un complexe multiprotéique. Là, vous voyez en jaune et en marron, donc plusieurs protéines de reconnaissance. Après, donc, d'autres molécules vont couper de part et d'autre de la lésion. Vous voyez une autre protéine en bleu C. Donc, ce sont les ciseaux moléculaires. C'est des endonucléases spécifiques de ce système NER qui vont couper de part et d'autre. Chez les eucaryotes, on va couper de part et d'autre sur une longueur d'à peu près 30 nucléotides. Mais chez les prokaryotes, ça sera une petite brèche, pas comme chez les eucaryotes. Après, cette brèche induite par ces endonucléases sera comblée par l'ADN polymérase qui va ajouter par complémentarité de base par rapport à l'autre brin intact les bases correctes. Et à la fin, on va coller par une ligase. Le type de lésion. Il est à noter que des mutations au niveau de l'un des gènes codant un composant ou une protéine impliquée dans la voie NER seraient à l'origine de quelques maladies génétiques comme le xéroderma pigmentosum. C'est ce qu'on appelle les enfants de la Lune. Ce sont des enfants qui doivent exercer des activités scolaires et parascolaires nocturnes. Ça veut dire le soir. Ils ne peuvent pas vivre, exercer une vie normale diurne durant la journée. Parce que le fait de s'exposer à des rayonnements ultraviolets, et puisque l'un des gènes impliqués dans la voie NER est muté, donc la protéine impliquée dans cette voie ne sera pas fonctionnelle, donc il n'y aura pas de reconnaissance des dimères de pyrimidine, donc il y aura une perte de contrôle de la prolifération cellulaire, surtout cutanée au niveau de la peau, et ça va se manifester par des cancers cutanés. Donc, vous voyez les deux images ici sur la diapo actuelle. On voit deux patients, deux malades atteints de cette maladie xéroderma pigmentosum, dont l'abréviation est XP. C'est pour ça que plein de gènes impliqués dans cette voie de NER, on a XPA, XPB, XPC et ainsi de suite. Donc, à gauche, c'est un garçon âgé de 4 ans et qui présente des lésions donc secondaires ou induites par le soleil, notamment les rayonnements ultraviolets. Vous voyez un érythème, une rougeur au niveau du visage et des changements irréguliers de la pigmentation. Vous voyez comme des taches de rousseur en grand nombre qui sont les manifestations apparentes des lésions cellulaires. De même, il présente deux nodules, vous voyez deux excroissances, donc brunâtres, au niveau donc des nodules cancéreux au niveau du nez. À droite, vous voyez une jeune fille âgée de 18 ans qui a été soigneusement protégée du soleil depuis que le diagnostic de xéroderma pigmentosum a été porté chez elle durant la petite enfance. Elle a eu quelques tumeurs cancéreuses qui ont été opérées et elle a travaillé avec succès comme mannequin. Passons maintenant au système impliqué dans la réparation des lésions double brin. Une lésion qui va toucher deux brins d'ADN à la fois, à savoir
la recombinaison homologue HR et la recombinaison non homologue NHEJ. Passons maintenant au système de recombinaison homologue pour la réparation des lésions double bras. Donc, pour la réparation homologue, donc, il faut savoir que la recombinaison, ça veut dire l'échange entre deux molécules homologues, est particulièrement importante en fin de la phase S pour la réparation des cassures double bras. Ce mécanisme tire profit de l'existence d'une deuxième molécule d'ADN identique lors de la réplication ou bien en dehors de la réplication parce on est des sujets diploïdes, donc on a un deuxième chromosome homologue, une deuxième molécule d'ADN homologue contenant une molécule d'ADN intacte et identique à la séquence manquante pour réparer l'altération. Pour mieux vous expliquer, quand on avait des lésions simple bras, on avait un bras intact et un bras porteur de la lésion. Et quand l'ADN polymérase veut synthétiser la bonne base ou le bon nucléotide, elle utilisait comme bras matrice l'autre bras intact. Ici, on a une double lésion au niveau des deux bras. Donc, on ne peut pas prendre l'un des deux bras de la molécule d'ADN siège de cassure double bras comme bras matrice. Heureusement qu'on est des sujets diploïdes. Donc, pour chaque chromosome, on a un autre homologue. Donc, on va prendre l'autre molécule d'ADN, l'autre chromosome homologue comme matrice pour réparer les lésions des deux brins d'ADN d'une molécule. Au cours de cette réparation, il y aura un échange entre deux segments homologues de deux molécules d'ADN. Comme pour n'importe quel système de réparation des lésions d'ADN, il y a toujours reconnaissance de la lésion. Donc là, c'est une lésion à type de cassure double bras. Là, la reconnaissance de la lésion double bras se fait par la protéine REC-A chez les prokaryotes et la protéine RAD51 ou bersin 1, bersin 2 chez les eucaryotes. Voici un schéma qui explique les différentes étapes de la recombinaison homologue. Vous voyez en haut la molécule verte qui est siège d'une double lésion ou d'une lésion double bras. Cette lésion double bras sera reconnue chez les eucaryotes par la protéine RAD51 ou bersin 1, bersin 2. Là, c'est la première étape du processus de réparation. Après, on aura des exonucléases parce que là, vous voyez, c'est déjà coupé, c'est au niveau des bouts, au niveau des extrémités. Donc, on va pas utiliser comme ciseaux moléculaires des endonucléases, mais des exonucléases au niveau de ces extrémités où il y a des flèches. Donc, ces exonucléases vont dégrader les extrémités 5' de la molécule endommagée et laissant des extrémités 3' sortantes. Vous voyez les extrémités avec des flèches vertes. Ce sont les extrémités 3' sortantes. Après, ces extrémités sortantes interagissent
avec les deux brins de la molécule intacte. C'est la molécule bleue. D'accord? Et donc, ce qui va permettre l'alignement des séquences homologues entre chaque brin des deux molécules. Donc, cet alignement des séquences homologues et l'utilisation du brin, d'accord? Et donc, on va utiliser les deux brins de la molécule non endommagée comme des brins matrices pour synthétiser, réparer les lésions au niveau de la molécule qui est siège de la double cassure. Donc, vous voyez chaque extrémité sortante. Vous voyez pour le premier brin en haut. Donc, il va prendre comme matrice le brin intact de la molécule intacte en bleu. Et donc, une ADN polymérase va synthétiser en prenant le brin bleu intact qui est en haut de l'autre molécule intacte comme matrice. La même chose, l'autre, il y a migration du deuxième brin vert vers le bas pour s'aligner avec le brin en bas bleu de la deuxième molécule intacte. Et là, il va prendre le brin bleu en bas comme matrice pour que l'ADN polymérase puisse synthétiser. À la fin de la synthèse par l'ADN polymérase, donc, il y a résolution de cette structure. Donc, la liaison, le point de jonction entre les quatre brins de la molécule siège de la double cassure et de la molécule d'ADN intact, c'est ce qu'on appelle la jonction de Holliday. Une fois que la réparation a été faite au niveau de la molécule siège de la double cassure, il y a résolution de cette structure et la ligation des fragments d'ADN au niveau de la molécule d'ADN qui vient d'être réparée. Voici un autre schéma qui montre les différentes étapes de la voie de réparation par recombinaison homologue. Donc, on a une molécule en haut siège de cassure double brin, c'est la molécule bleue, et en bas, une molécule rose qui est d'ADN intact, qui n'est pas siège de cassure double brin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a reconnaissance de la double cassure par un complexe de reconnaissance chez les eucaryotes constitué par RAD51 ou BRCA1 ou la protéine BRCA2. Après, des oxonucléases vont créer des extrémités 3' sortantes et il y aura migration de ces extrémités sortantes pour qu'elles puissent s'aligner avec les deux brins intacts de l'autre molécule d'ADN rose intacte. Et là, le point de rencontre, vous voyez un cercle entre les quatre brins, c'est ce qu'on appelle la jonction de Holliday. Chaque brin de la molécule rose intacte va servir de matrice pour l'ADN polymérase pour qu'il puisse réparer les dommages au niveau de la molécule bleue. Une fois que ces dommages sont réparés, il y a résolution de cette jonction, de cette structure de Holliday. Et puis, la ligase va coller donc les parties qui viennent d'être synthétisées avec le reste des deux brins de la molécule bleue, et ceci par la colle moléculaire, la ligase. Non homologue HEJ. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.